Julie Girard, bonjour. Bonjour. Alors, on est chez toi à la Terre de la Réunion à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Oui. Merci de m'accueillir. Plaisir. Dis-moi un peu, premièrement, ta formation, puis comment tu as développé ton rêve de te bâtir ici. Moi, je suis designer d'intérieur de formation. J'ai travaillé plusieurs années comme chargée de projet commercial et corporatif pour des projets à Montréal. J'avais le rêve de me construire une maison dans la nature, autant que possible, pas de manière isolée, mais plutôt en communauté. Donc, je me suis joint à l'éco-village de la Terre de la Réunion à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Et c'est ici, dans le fond, que j'ai créé le rêve, la maison dont je rêvais, dans le fond. Ce projet-là, je l'ai chéri durant plusieurs années. Évidemment, la maison a évolué au cours et à mesure que les dessins se sont faits. C'était une maison que je voyais avec une petite empreinte, mais avec beaucoup d'espace puis de vue sur l'extérieur. L'idée, c'était vraiment de vivre avec la nature, comme on peut le voir. Donc, j'ai fait... à ce sujet-là, je me suis joint avec l'équipe de Belvédère. Donc, dans le fond, j'ai fait toute la conception de la maison. Et puis, avec l'équipe de Belvédère, qui propose de travailler en équipe intégrée, je crois beaucoup à cette formule-là. On joint les services d'un technologue. Ensuite, justement, toute la structure, l'ingénierie de la maison est réfléchie en équipe, comme le souhaite d'ailleurs la certification LEED. Et puis, ensuite, l'entrepreneur est à même Belvédère. Donc, on travaille en équipe intégrée pour pouvoir réaliser un projet avec toutes les compétences puis la réflexion qui se fait autour d'une même table des différents experts. C'est d'ailleurs une maison certifiée Nouveau Climat et LEED Platine. Exact, certifiée Nouveau Climat 2.0, LEED Platine également. Et puis, c'est la première maison certifiée neutre en carbone au Québec également. Oui, ça c'est intéressant, on va y venir tantôt. Alors, oui. Ton but, c'est pas nécessairement de faire une maison écologique autrement qu'à faible empreinte. Exact. Donc, lorsque j'ai fait le projet, j'étais davantage intéressée par une maison saine, disons-le, qu'une maison haute performance. Donc, c'est davantage en avançant puis en évoluant dans le projet où est-ce que l'intérêt s'est développé et a grandi. C'est d'ailleurs aujourd'hui, c'est ce que je fais dans la vie maintenant. Je fais du design de maisons écologiques pour d'autres. Donc, les compétences et ce sujet-là a été à développer même suite à la construction de la maison, ça se continue l'apprentissage. Donc la maison, oui, a beaucoup plus d'esprit sain, d'harmonie, s'intégrer dans son environnement, des matériaux sains également. Donc c'était les principales valeurs. Intéressant. Parlons des choses plates comme l'enveloppe du bâtiment. Qu'est-ce que vous avez choisi finalement? La coquille de la maison est construite en murs préfabriqués Adcom. C'est des murs qui sont construits en double ossature, pour éviter d'avoir des ponts thermiques. Donc, c'est isolé à la cellulose. On a un facteur isolant dans les murs de R37. La toiture est également construite et isolée à la cellulose pour un facteur isolant de R60. Donc, la coquille est faite comme ça. Les fenêtres, c'est des fenêtres d'aluminium, intérieur-extérieur, avec du vitrage triple pour le grand mur de verre, avec pellicule Louis, pour que ça soit plus performant également. Donc, ça, c'est franc-sud, la grande baie vitrée. La baie vitrée est sud-ouest. Sud-ouest. C'est une excellente façon de s'implanter avec ce concept-là, avec la quantité de fenêtres qu'il y a. Si la maison avait été implantée en plein sud ou sud-est, comme on le préconise généralement, davantage sud-est pour attraper le soleil plus tôt dans la matinée. Ouais. Mais ici, si on avait toutes ces heures d'ensoleillement-là, ici, on surchaufferait. Donc, naturellement, le concept du mur de vitre s'inscrivait dans le fait que le terrain était sud-ouest, avec une vue sur le lac. Donc, avec l'orientation solaire qu'on a, ça évite de surchauffer dans la journée, dans les belles journées ensoleillées. Et je vois que vous avez beaucoup de beaux arbres pour ombrager. Donc, en été, tu ne cuis pas. Exact. Donc, on a laissé le plus d'arbres possible sur le terrain. Autant que possible, j'ai choisi un terrain avec des feuillus. Donc, c'était l'arbre qui correspondait davantage à mon énergie, mais aussi pour avoir tout le bienfait des feuilles en été. C'est ce qui nous permet aussi d'éviter de surchauffer dans cette saison-là. Donc là, ça fait 3 hivers que tu passes ici? Oui, ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai emménagé dans la maison. Donc, il fait vraiment... On est très, très confortable. Oui. C'est chauffé à l'électricité. Est-ce que tu peux nous parler de ta facture de chauffage et puis consommation de bois? C'est chauffage électrique dans la maison. On parle d'une facture d'électricité d'environ 100 $ par mois, tout inclus. Donc, j'ai pas fait la proportion pour le chauffage, qu'est-ce que ça représente, là, mais... 12 fois par année à peu près. Exactement, donc on a 1200 d'hydro pour l'année au complet avec ça. On dit que c'est souvent 50 à 60 % le chauffage. Le chauffage. OK. Donc, compte tenu de la pourcentage de fenêtres,
c'est quand même, ça fait du sens, là. Oui. C'est pas... Puis le petit poêle, tu bois combien? Oui. Tu brûles combien de cordes? Je suis pas une grande consommatrice, c'est pas mon principal chauffage. Je m'en sers comme chauffage d'appoint seulement. Donc peut-être une corde à une corde et demie par hiver maximum. Donc c'est vraiment juste pour couper l'humidité en fin de journée, quand le soleil se couche, des fois on voit une différence de température. Donc ça permet de rendre ça plus agréable pour la soirée. Puis c'est pas froid en hiver quand il fait très très froid dehors, si tu es assise au même endroit? Non, je suis très confortable. C'est sûr que plus les journées sont fraîches, souvent plus sont ensoleillées aussi. Donc, proportionnellement à ça, j'ai le bienfait du soleil, j'ai la masse thermique du plancher en béton également. Fait que j'amasse de la chaleur durant la journée. Donc, ils sont tous en béton. Parfait. Exactement. Tes comptoirs sont faits comment? Les comptoirs sont faits en freine. Donc, on a beaucoup de freines en ce moment qu'on doit couper. Donc, c'est une façon de récupérer ce bois-là. L'escalier est fait en freine également. Donc, c'est un bois qui est dur, mais moins cher? C'est pas dans les moins chers. Je dirais que c'était plus davantage pour justement récupérer du bois qui avait dû être coupé à ce moment-là. Puis c'était davantage pour le veinage qui était intéressant. Qui est très beau, oui. OK. Puis c'est des panneaux de particules quand même, le comptoir, non? Les armoires. Les armoires et les comptoirs. Ouais. Les armoires, oui, ça a été... J'aurais souhaité aujourd'hui, je connais tous les bons contacts au Québec pour faire des armoires made in Québec sans formaldéhyde, que je n'avais pas à cette époque-là. Donc, pour l'instant, on a fait avec des armoires IKEA. Mais aujourd'hui, dans les maisons écologiques que je fais, on a des armoires faites au Québec au prix d'IKEA, sans formaldéhyde. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est fun. Oui. Mais en passant... IKEA n'a pas de formaldéhyde, il n'y a pas de réformol dans ses armoires. Non, c'est très longtemps. Je suis contente de l'apprendre. Oui. J'avais pas eu l'information jusqu'à maintenant. OK. Mais c'est pas québécois. Exact. On veut essayer d'éviter le transport de la Suède. Oui. Alors, comme designer, tu as expérimenté chez vous, tu as été ta propre cobaye. Oui. Tu as innové. Qu'est-ce que tu as fait pour sauver de l'espace, entre autres? Pour sauver de l'espace. Donc, le carré de maison fait 23 par 33. Donc, c'était ma première expérience de construction. On apprend, hein? Donc, on ne fait pas un carré de maison impair. C'est pas une bonne idée. Je l'ai appris chez nous, dans la mesure où est-ce qu'un carré de 24 par 34 serait probablement arrivé au coût sensiblement le même. Au niveau des matériaux, un carré impair nécessite de la coupe supplémentaire, de la main-d'œuvre, de la perte de matériaux. Tous les matériaux sont en nombre pair. Donc, c'est pas logique de le faire. Je l'ai appris chez nous. Faites pas ça. Okay. Donc, c'est une maison qui se veut dans un carré très efficace. La stratégie était de mettre les chambres au rez-de-jardin, puis d'avoir l'étage de vie pleine hauteur. Donc, on fait un petit carré de maison, on fenêtre beaucoup, on fenestre beaucoup la pièce, puis avec la hauteur de plafond qu'on a, dans le fond, on ressent pas la pièce, dans le fond, qui est quand même de petite taille. Ouais. L'idée, c'était de créer un lieu vraiment multifonctionnel, qui peut être modulaire selon les besoins. Donc, la pièce a été dessinée, dans le fond, en triangle. Cuisine, salle à manger, salon sont installés de façon triangulaire, ce qui permet d'avoir toute la fenêtre. C'est le mur le plus petit, de 23 pieds, qui est orienté au soleil, ce qu'on ne fait pas généralement non plus dans une composition de maison. On met toujours le mur le plus long au côté sud. Ouais. Alors, c'est pas tant mettre le grand côté que de mettre plus de fenêtres à cet endroit-là, dans le fond. Donc, la pièce est conçue en triangle pour que je puisse toujours recevoir et être avec tout le monde. Elle est aussi conçue pour que tout ce qui est aménagé dans l'espace puisse être complètement combiné ensemble et déplacé pour pouvoir accueillir. Ici, on peut mettre jusqu'à 4 tables pour accueillir jusqu'à 30 personnes dans l'aire de vie pour souper. Donc, chaque choix des meubles, chaque choix des choses est fait pour s'emboîter et pour pouvoir tout déplacer. 4 tables? 4 tables qu'on peut mettre côte à côte. Donc, on peut, avec la banquette qui est aussi en porte-à-faux, ça permet vraiment d'optimiser, prévoir plus de personnes. On est en éco-village, on reçoit beaucoup, puis c'est intéressant de pouvoir que l'espace soit modulaire, dans le fond, à ce compte-là. Donc, il y a plein d'autres choses dans la maison qui ont été pensées au niveau de sauver de l'espace. Donc, dans le fond, au niveau des rangements, c'est super important d'éviter des garde-robes. C'est pas utile. C'est de l'espace qui est souvent mal aménagé, mal utilisé. Donc, dans chaque espace, il y a une réflexion qui a été faite sur quelle est la nature du rangement qui est intéressant puis qui va être requis à cet espace-là. Puis quelle serait la meilleure solution de rangement pour y parvenir. Donc, dans le bureau, il n'y a pas de garde-robe, c'est du rangement intégré, plafond plancher, moins profond. Donc, chaque besoin a été pensé de cette façon-là. Faire des pièces multifonctions aussi. La salle de lavage sert d'établi, sert d'espace pour le chat, sert d'espace pour plein d'autres fonctions, dans le fond. C'est un petit espace qui est résiduel sous l'escalier.
Donc, on pourrait croire qu'il est perdu, mais on a juste besoin de bien le penser, puis en design, de le concevoir pour que ça fonctionne dans son ergonomie. Il y a la hotte de cuisine aussi qui avait un défi, comment la sortir. C'est une sortie latérale. Oui, ben c'est tout un défi parce que au niveau de l'architecture, je ne voulais pas créer des volumes d'architecture supplémentaires ou descendre le plafond pour le conduit. Donc, on a passé à travers les traverses les poutrelles de la mezzanine et on a ressorti en haut des poutrelles de la mezzanine, il y a une marche et on sort à l'extérieur par là. Donc, on a fait vraiment une solution créative pour. De toute façon, ça a été intégré au design de la mezzanine. Donc, aujourd'hui, si on ne le sait pas, pas moyen de le savoir. Ça a bien marché. Et comment tu te sens, David? Tu es vraiment en contact avec la nature, avec cette fenêtre-là? Bien, c'est un lieu de vie extraordinaire parce que, dans le fond, moi, ce que je m'étais dit, c'est que si j'arrive à faire une boîte blanche, une œuvre qui est comme neutre, qui met en valeur tout ce qu'il y a, la nature. Moi, c'est la beauté de la nature que je voulais mettre en valeur davantage que la beauté de l'architecture ici. C'est pour ça que tu as choisi les murs blancs. Oui, exactement. Donc, c'est ma trame de fond. Le blanc, c'est mon canevas de fond parce que c'est toutes les couleurs des fenêtres à l'extérieur qui m'amènent mon décor. Mon décor change avec les saisons, dans le fond. Et à chaque semaine, il y a des subtilités puis des façons de faire selon la météo qui fait en sorte que tout le décor de la maison se transforme. Donc, c'est vraiment agréable. Oui. Et parle-moi un peu de la certification carbone neutre. Certification carbone neutre. Donc, dans le fond, c'est une certification qui est offerte par Belvédère et par Planétaire. Donc, Planétaire, qui est un organisme qui fait, dans le fond, qui préconise, qui fait l'achat de crédit carbone, calcul et achat de crédit carbone pour des individus, des entreprises, des événements aussi. Donc, ils ne sont pas que spécialisés dans le bâtiment. Donc, l'idée, c'était d'appliquer ça maintenant à une construction. Donc, dans le cas du projet ici, on a fait le calcul carbone de toute l'empreinte de la maison. Donc, ça inclut tous les matériaux. Donc, du moment où on va les chercher dans la forêt, les arbres, qu'on les transforme, qu'on les transporte, qu'on les amène, toute l'énergie que ça a pris pour construire la maison, et toute l'énergie que ça va prendre pour y vivre également. Pendant combien de temps? Sur 60 ans. Que ça a été établi. Donc, le fait d'y vivre, de l'entretenir jusqu'à sa démolition. Officiellement, ça a été calculé. L'empreinte carbone de la maison est 43,03 tonnes de carbone. Donc, après ça, on fait l'achat de crédits carbone Gold Standard avec l'organisme Planétaire, qui sont les crédits les plus renommés sur le marché, qui sont parrainés par David Suzuki puis la Fondation WWF. C'est la plantation d'arbres ou l'achat d'énergie renouvelable? Exact. Donc, plusieurs projets d'énergie renouvelable dans les pays en voie de développement, gestion des matières résiduelles, gestion de l'agroalimentaire également, plus écologique dans ces pays-là. Puis au Québec, c'est principalement par reboisement semi-urbain et urbain. Super. Exact. Fait que ça a coûté combien pour calculer ce 43 tonnes-là? On parle pour le coût de la certification, incluant les crédits carbone, on parle de 3 000 à 4 000 $ environ à calculer pour le coût de la certification. Sur ce montant-là, les crédits carbone représentent 1 150 $. Donc, après avoir fait l'étude de cette maison-là et avoir fait l'étude de la maison de Benoît Lavigueur également, la Passivas qui est en Estrie à Bolton, on a 2 projets pilotes qui ont fait la certification et on peut dire, d'après les caractéristiques d'un projet et de l'autre, à combien on arrive environ en crédit carbone pour une maison neuve qui est construite de manière écologique. Donc, avec ça, on sait que sensiblement, lorsqu'on arrive à budgéter entre 40 et 50 tonnes de carbone, on le sait qu'on éponge toute l'empreinte carbone d'un bâtiment sur 60 ans. Donc, à partir du moment où on a cette donnée-là, est-ce que ça vaut encore la peine de faire certifier, de payer des gens qui vont faire toute la démarche qui est quand même exhaustive et en rodage? Bon, on peut se poser la question, mais c'est clairement intéressant, si on n'a pas que 3 000 à 4 000 $ de moins, prévoir un 1 100 à 1 500 $ de crédit carbone en fin de projet, vous êtes sûr de rentrer dans les chiffres puis d'avoir un impact concret puis réel pour la planète. Parce que construire, il faut dire, ça a un impact. Ça a un impact, clairement. Puis il faut être capable de reconnaître que ce qu'on a pris comme ressources puis comme énergie, la planète va avoir à compenser pour ça si nous, on ne le fait pas. Donc, on lui redonne ce qu'on lui a pris, quoi. Exact. En ce moment, en Europe, d'ailleurs, Benoît Lavigueur me disait que ils prennent davantage le zéro carbone comme valeur que l'efficacité énergétique. C'est prioritaire pour eux, le carbone. Donc, avec les enjeux planétaires qu'on a en ce moment, ça devrait être aussi dans nos priorités prochainement, dans chaque choix qu'on fait dans notre vie, dans le fond, de tenir compte. Oui, c'est comme si on le faisait un peu à l'envers. C'est comme dire aux gens, vous voulez consommer plus, mais au moins compenser.
Oui, ben c'est pas un free pass pour, pour faire des plus grosses maisons puis dépenser plus de carbone. Très important ce que tu dis là. Oui, il faut être intelligent là-dedans, mais quand on se réduit puis on trouve un milieu puis une empreinte qui fait du sens, on sait qu'on va quand même en avoir généré puis qu'est-ce qu'on peut faire en échange pour éponger ça, ben, c'est intéressant. Parce que c'est clair que le secret pour que ça coûte moins cher et que ça pollue moins, c'est bâtir plus petit. Exact. Oui, première solution. C'est ce qu'on fait en dernier recours, la certification, quand on a déjà fait tout le processus de conception puis la réflexion pour réduire notre empreinte au maximum, bien sûr. Est-ce qu'ils tiennent compte des déplacements auto si tu travailles à l'extérieur? Toi, ton bureau est à la maison. Mon bureau est à la maison. Ça rentrait dans les calculs? Dans les calculs, je ne crois pas que ça rentrait dans les calculs. C'est la maison comme telle et la consommation. C'est seulement le bâtiment. Pas tant sur les habitudes de vie des occupants. Ouais. Mais ça, c'est une réflexion que chaque occupant a à faire lui-même dans ses habitudes de vie, bien sûr. Nous, on est bon, on travaille à la maison. D'autres leçons que tu as prises dans cette aventure de construction de ta première maison? Je dirais de faire des choix qui sont sentis. C'est super important. Quand on a des priorités de projet, on se fixe des priorités. En commençant dans le projet, on se fait un programme, on se fixe des priorités. Quand on s'apprête en cours de projet à faire une croix sur une de ces priorités-là, bien, c'est important de prendre le temps de se déposer puis d'y penser un petit peu plus longtemps. Par exemple, moi, dans mon projet, j'avais 2 priorités. J'avais le mur de fenêtre, qui était la première priorité, qui était dans le fond toute l'essence puis le concept même du lieu de vie. Mais la deuxième priorité, c'était au niveau de l'efficacité énergétique, c'était d'avoir des planchers radiants en glycol. C'est la raison pour laquelle il y a des planchers en béton dans la maison. Et puis, en cours de projet, on a eu des imprévus budgétaires. Et puis, c'est une décision qui a été prise un matin sur un coup de tête de dire, bien, il faut sauver des sous, la maison est en construction, les plans sont déjà autorisés par la municipalité, on ne peut pas changer le modèle de la maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend des décisions sur des fois, c'est l'émotion de peur qui nous guide dans certaines décisions. Ouais. C'est la seule décision que j'ai faite dans cette atmosphère-là, la peur du manque. Et j'ai sacrifié les planchers radiants de la propriété. Parce que l'excavation avait coûté plus cher. À cause de l'excavation, des coûts de surcharge d'excavation qu'on ne peut pas prévoir avant de commencer. Ouais. Mais c'est clairement un choix que je vous invite à venir visiter et à expérimenter vous-même dans la maison. C'est froid. Donc, c'est un choix que j'aurais à refaire. C'est 4 pouces de béton partout. C'est 4 pouces sur la dalle du rez-de-jardin, c'est 2 pouces sur la dalle du rez-de-chaussée. Ah oui. Donc, mais quand même, tu as le vitrage et le béton. Oui. Donc, à l'étage, ici au rez-de-chaussée, avec la masse thermique puis le soleil, on arrive quand même à être confortable. À l'étage du dessous, on l'est beaucoup moins. Il y a plusieurs expériences avec les planchers radiants aussi. Okay. Cette décision-là, Benoît Lavigueur, par exemple, dans son expérience de sa maison Sainte-Martine, lui dit « Ah, si c'est à refaire les planchers radiants, on ne s'en sert pas tant que ça. » Donc, il faut aussi, quand on conçoit une maison, tenir en compte d'abord ses propres priorités, mais aussi le contexte dans lequel ça s'inscrit. Lui est dans un développement résidentiel. Moi, je suis sur le dessus d'une montagne. J'ai le vent qui arrive du lac. À Sainte-Agathe, on est à Sainte-Lucie, près de Sainte-Agathe, les températures sont de 7 à 8 degrés de moins que Montréal. Exactement. Donc, il y a plusieurs facteurs de géolocalisation qui font en sorte qu'on n'est pas dans le même climat, dans les mêmes paramètres et qu'ici, ça aurait fait une différence. Parce que c'est ça, souvent, on dit, bon, les gens veulent des murs R40, toi, tu es R37. On pourrait dire, pourquoi mettre R37 si on a un mur de 2 étages où on perd toute la chaleur? C'est pas de l'argent gaspillé de faire R37 au lieu d'R33? Ben, c'est ça. 3 murs R37, un mur R8, là. Oui, c'est ça. C'est quand même bien. C'est drôle. Tu conseillerais quand même le radiant quand on veut, dans le nord, une grande fenestration? Oui, quand on est assujetti à des vents dominants comme ça, puis tout ça, oui, ça peut être intéressant de tenir compte de plusieurs autres facteurs que juste prendre une donnée qu'on lit de l'expérience de quelqu'un d'autre qui est dans un autre contexte. Donc, c'est de se renseigner peut-être davantage, puis de se fier à son instinct et à son intuition aussi. OK. Ça nous ramène toujours à Luc Mildermans qui dit qu'on n'a pas, dans une maison très performante, on n'a pas besoin d'avoir un foyer de masse, la géothermie, des planchers radiants, parce que c'est confortable si on modère sur le vitrage. Ouais. Oui, exactement. C'est ce que j'ai pas fait ici. Choix. Et c'est vraiment la mode en ce moment. Tout le monde, parce que c'est vrai que c'est beau, on voit, on est vraiment en symbiose avec la nature. Ici, c'est extraordinaire, la vue que tu as. C'est intéressant parce que j'avais cette discussion-là dernièrement aussi avec Benoît, puis il me disait, tu sais, Julie, chez toi, on a l'impression que la quantité de verre, le pourcentage de verre est immense. Ouais. Mais il dit, tu as 400, je crois, pieds carrés de verre, il faudrait vérifier. Il dit, alors qu'aujourd'hui, on fait des maisons qui, parce qu'elles ne sont pas fenestrées,
toutes dans la même pièce, ont 5, 6, 700 pieds carrés de verre. Mais comme c'est des maisons où est-ce qu'il y a des fenêtres sur plus de côtés, on n'a pas l'impression qu'il y a autant de verre que ça. Il dit donc chez toi, quand on a fait le calcul à la fin, il n'y avait pas tant de verre que ça, on l'avait juste tout mis à la même place. À la même place, oui, parce que sur le côté. Bon, parce que tous les côtés latéraux, le nord, il n'y a pas, ici, c'est juste les portes. de fenêtres. Ici, c'est juste les portes qui vont sur la terrasse, autrement, c'est rempli, c'est opaque. Exactement. Puis ça, c'est sud-est. Sud-est. Une toute petite fenêtre, puis c'est pas mal opaque, là. On verra tantôt ta fenêtre, ton bureau. Mais oui, c'est ça. Sauf que c'est ça, c'est de voir combien au sud. Si c'est à refaire, tu ferais la même chose, tu ne le regrettes pas? Au niveau de la quantité de fenêtres? Oui. Non, ça, c'est pas... Tu chaufferais au moins le plancher ici? Oui, avec le plancher radiant, on serait plus... Mais c'est une question de confort aussi, là. Ouais. Il y a des gens qui sont... Moi, je suis une frileuse, là. Okay. Donc, mais en bas, ça te dérange pas? Tu dors là? Ben, c'est pire en bas. Tu le sens la nuit, tu as plus froid? Ben oui, parce que la nuit, lorsqu'on se déplace, c'est l'endroit où est-ce qu'on se change, c'est l'endroit où est-ce qu'on se douche. Donc, c'est l'endroit où est-ce qu'on est nu-pied le plus souvent. Ça prend des carpettes, sinon? Exactement. Donc, la designer trouve des solutions, puis on aménage du confort comme on le peut autrement. Ah ben là, je te recommanderais un plancher de liège, peut-être. De liège, oui. Ça, c'est très confortable. C'est intéressant aussi. Oui. Au sortir du lit, on dit souvent, là, on sent c'est comme si c'était un plancher chauffant, mais c'est parce qu'il nous réfléchit notre propre chaleur. Exact. C'est une belle solution. Donc, c'est une maison en évolution, comme tout bon projet, elle va se bonifier avec le temps. C'est pour ça qu'il faut passer sa propre maison pour apprendre des leçons. Oui, bien sûr. D'autres conseils en conclusion? En conclusion. Des leçons apprises? Je dirais de rêver. Rêver votre projet. C'est important. On pense souvent quand on fait des démarches pour une maison écologique, on se renseigne, on va chercher beaucoup de connaissances techniques qui sont pertinentes. Donc, on se trempe dans un bain comme celui-là. Mais je dirais de revenir à votre idéal. Comment vous souhaitez vivre dans votre lieu de vie? Comment vous le voyez? Comment vous vous projetez? Comment vous allez l'habiter? Quelles vont être les activités que vous allez faire dans la journée? Avec qui vous allez les faire? À quel moment? Comment vous allez fonctionner dans votre lieu de vie avec l'habitat autour. Donc, c'est intéressant de porter vraiment, puis de rêver son projet, puis de le rêver grand. Même si on va le construire tout petit, il faut commencer par avoir une vision, puis de porter tout votre cœur, puis de le personnaliser aussi. C'est intéressant d'avoir une maison qui est à notre image, puis qui va aussi pouvoir perdurer dans le temps, bien sûr, si d'autres personnes ont à l'habiter. Donc, c'est mon conseil. Ben, c'est très inspirant. Merci beaucoup, Julie, du partage.